vous remercier de nous rejoindre pour ce cinquième webinaire du réseau Les Générateurs, donc sur l'autoconsommation collective, un sujet dont on entend de plus en plus parler. Alors, un webinaire qui n'a pas pour objet forcément de, voilà, en 3 interventions d'un quart d'heure, on ne peut pas vraiment aller au bout de toutes les subtilités qui concernent la mise en place des boucles d'autoconsommation collective. Donc, on a pensé ce webinaire, alors à la fois sous la forme d'un retour d'expérience, et puis aussi un propos en préambule dont je vais m'occuper et dont l'enjeu principal est de faire preuve de pédagogie pour ceux qui découvrent l'autoconsommation collective. Alors voilà, l'ordre du jour, donc 3 interventions, je vous le disais tout à l'heure, je ne vais pas forcément trop revenir dessus, simplement pour vous dire que bien évidemment, on est dans un webinaire Les Générateurs Occitanie, donc on est 2 conseillers les générateurs qui allons intervenir aujourd'hui, donc moi-même, Jean-Baptiste Baudin de l'Agence régionale Énergie-Climat, et Anne Dallas-Walaï, qui est chargé de projet ENR auprès du syndicat d'énergie, donc territoire d'énergie du Lot, et qui interviendra sur le retour d'expérience de la commune de Gourdon. Donc on aura le témoignage aussi de monsieur Michel Falentin, qui est adjoint à la commune de Gourdon. Alors, quelques diapositives pour... je vais aller très vite, mais pour vous repositionner le réseau Les Générateurs. Donc, c'est un réseau dont l'objectif est d'accélérer la transition énergétique et d'être en appui des collectivités locales. Alors, vous le voyez sur la carte, c'est un réseau qui couvre quasiment toutes les régions à l'échelle nationale. Un réseau qui a été issu d'un AMI porté par l'ADEME depuis 2021, donc quelques années d'existence déjà. Avec une organisation spécifique à chaque région, on peut avoir une ou plusieurs structures qui prennent en main les différentes actions de ce réseau. Donc je reviendrai dessus puisqu'on a un consortium de plusieurs structures en région Occitanie. Et l'enjeu véritablement de ce réseau, c'est de proposer aux collectivités l'accès à des conseillers techniques de proximité qui sont rattachés à des structures locales, qui proposent des accompagnements gratuits puisque finalement financés par l'ADEME et puis l'appui aussi de la région Occitanie, et qui donc se pose en tiers de confiance dans le dialogue qu'on peut avoir entre des opérateurs énergéticiens et des collectivités. Et cette posture de tiers de confiance permet aussi de défendre une posture d'impartialité dans les discussions. Donc voilà, l'idée, c'est de venir mettre de l'huile un petit peu dans les rouages et dans le portage de projets et de venir asseoir la place des collectivités dans les projets d'énergie renouvelable. Donc, en Occitanie, on a différentes structures, je vous le disais, qui constituent ce réseau Les Générateurs. Donc, l'Agence régionale énergie-climat, structure à laquelle j'appartiens moi, et qui s'occupe des filières photovoltaïque, flottant et agrivoltaïsme, et de l'éolien. Et après, pour tous les projets photovoltaïques au sol, en toiture et en ombrière, le réseau s'appuie sur l'ensemble des SDE de la région Occitanie. Donc, je citais le SDE du Lot à l'instant, mais donc on a des référents dans l'ensemble des 13 SDE des 13 départements d'Occitanie. Et puis pour les projets qui présentent une dimension citoyenne, on s'appuie aussi sur Éclair. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Si vous avez des questions, on pourra y revenir dessus. Donc, le rôle de ces conseillers, c'est à la fois d'accompagner les collectivités. Si vous avez un projet qui est émergent, un projet concret sur une parcelle identifiée, par exemple, voilà, vous pouvez nous saisir pour une aide au montage technique, au montage juridique, financier. Voilà, ce sont des aides qui ont pas vocation à s'inscrire au long cours, mais ça peut être une aide ponctuelle qui est toujours bonne à prendre et pour partir du bon pied dans les projets, ou alors nous faire intervenir sur un projet qui est peut-être un petit peu plus avancé, sur des questions de mise en récit, de convergence avec les projets de territoire, d'animation publique, etc. Et on propose également des actions de sensibilisation, alors des visites de sites qu'on appelle des escales, on a à peu près une par mois, donc visite de parcs photovoltaïques ou éoliens, et puis des webinaires, donc comme aujourd'hui, en essayant de trouver les thématiques qui répondent aux questions que se posent les collectivités. Donc pour suivre les actions que nous engageons, vous avez donc toutes les actions qui sont répertoriées sur
le site Toten Occitanie, donc territoire d'Occitanie engagé dans la transition énergétique. Et vous avez aussi une chaîne YouTube, donc les générateurs ADEME, qui répertorie non seulement les vidéos et donc qui répertoriera non seulement la vidéo qu'on est en train d'enregistrer, donc les vidéos du réseau Occitanie, mais aussi les vidéos des autres réseaux, Grand Est, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine notamment, et donc qui sont autant de matières dont vous pouvez voilà, vous emparer, et naturellement, voilà, on se pose les mêmes questions dans les différentes régions, et je reviendrai dessus, mais il y a des webinaires sur l'autoconsommation aussi qui vont beaucoup plus loin dans la description technique de cette logique. Alors moi, je vais vous présenter les grands principes de l'autoconsommation. J'ai hésité un petit peu à de l'autoconsommation collective, pardon. J'ai hésité un petit peu à appeler cette partie l'autoconsommation pour les nuls, parce que vous verrez que finalement l'enjeu, c'est pas de rentrer dans le détail très très fin, mais plutôt d'avoir une compréhension globale et de faire preuve de pédagogie sur le sujet, parce qu'on sait que l'autoconsommation collective, c'est un sujet qui a le vent en poupe. On comptait 300 initiatives environ fin 2023. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 900 initiatives qui sont portées dans les territoires à l'échelle nationale. Voilà. On sait qu'il y a une forte dynamique, une forte appétence pour ce type de portage. Donc voilà, l'idée c'est de poser les principes de l'autoconsommation, des éléments de vocabulaire, de vous définir quels sont les acteurs qui interviennent dans ces montages-là, et puis de terminer sur l'intérêt que ça peut représenter pour une collectivité. Voilà, donc comme je le disais, cette présentation n'est pas une approche exhaustive. Si vous voulez des informations plus précises, moi je vous renvoie très facilement vers des vidéos issues des autres réseaux les générateurs, donc j'en ai mis quelques-unes là, et il y a de quoi faire, il y a plusieurs heures de visionnage sur le sujet. Et puis aussi vers des guides qui sont très complets et pour autant assez courts sur le sujet, notamment un guide pratique de l'ADEME qui est sorti il y a pas très très longtemps, et puis des guides qui ont été sortis aux échelles régionales et qui reviennent notamment sur des questions de comment on peut se prendre en charge les questions de facturation, est-ce qu'on doit passer par des budgets annexes, enfin voilà, des éléments très techniques qu'on ne verra pas aujourd'hui. Alors, pour comprendre l'autoconsommation collective, le plus simple, c'est peut-être déjà de repartir de la notion d'autoconsommation. Avec un graphique qu'on a l'habitude de croiser quand on évoque ce sujet-là, donc un graphique qui représente une belle courbe en cloche de production d'énergie sur un jour sans nuage. Voilà, et puis qui met cette courbe en cloche de production d'énergie en parallèle d'une courbe représentant la consommation d'énergie sur un site donné. Et donc forcément, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas une superposition exacte des deux courbes, loin s'en faut. On a toute une partie de la production qui effectivement est superposée avec de la consommation, mais aussi toute une partie, la partie en jaune, qui représente de la production d'énergie, mais qui ne peut pas être consommée directement par le site sur lequel l'énergie est produite. Donc ça a amené à deux finalement réponses différentes, deux logiques différentes pour valoriser l'énergie qui était produite. Une logique d'injection totale, donc avec un schéma qui permet d'avoir une double comptabilisation, à la fois de la production d'énergie avec le raccordement à un compteur spécifique, et puis une comptabilisation de la consommation d'énergie avec un second compteur. Donc, on a des installations, ça se faisait beaucoup par le passé, avec deux compteurs différents, un pour la production, un pour la consommation. Et puis en contrepoint de ce schéma d'injection totale, s'est développée l'autoconsommation individuelle, en défendant finalement une utilisation en circuit court, je dirais, d'une partie de l'énergie qui était produite. Donc là, on a un raccordement des panneaux directement en amont du compteur sur le circuit qui va être le circuit de consommation directe. Et du coup, avec une comptabilisation du flux net
net entre est-ce que mon site finalement produit en excédent ou est-ce qu'il consomme plus qu'il ne produit. Et du coup, c'est le schéma de l'autoconsommation individuelle. Donc avec un enjeu derrière forcément à essayer de venir consommer l'énergie pendant qu'elle est produite, donc d'essayer de maximiser la consommation d'énergie pour venir grignoter la part d'énergie qui est représentée en jaune sur le schéma. Donc si on le représente un peu différemment, ça veut dire que quand on a une énergie qui est produite, on peut faire le choix de la consommer directement en circuit court, c'est l'autoconsommation individuelle. Et derrière, le reliquat d'énergie qu'on n'arrive pas à consommer, c'est une énergie qui n'est pas utilisée, qui est revendue à un acteur tiers. Et c'est là qu'on arrive petit à petit au sujet de l'autoconsommation collective, puisque finalement, l'autoconsommation collective, c'est une troisième voie de valorisation de cette énergie. Ça répond à l'idée de se dire, ben, finalement, cette énergie, si je n'arrive pas à la consommer directement sur le site qui la produit, peut-être que je peux l'attribuer à un autre site qui va être lui aussi consommateur d'énergie. Voilà. Donc, on a les trois modes finalement de valorisation en parallèle. On voit quand même qu'il y a des différences entre ces trois modes, notamment sur le fait de faire transiter l'énergie qui est produite par le réseau de distribution d'électricité. Donc, effectivement, quand l'électricité est revendue, elle passe par le réseau Enedis, pour faire simple. Quand elle est consommée par d'autres sites consommateurs, elle passe aussi sur ce réseau Enedis. Donc, même si on parle d'autoconsommation dans les deux cas, quand on parle d'autoconsommation individuelle, finalement, on parle d'électrons, d'une production physique qui va être ponctionnée localement et donc non comptabilisée sur le réseau. Et du coup, par nature, hein, cette autoconsommation, elle est très, très différente de ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, puisque l'autoconsommation collective, quand on utilise ce terme-là, on parle d'une énergie qui est attribuée, mais presque administrativement, hein, ce sont des jeux d'écriture comptable, enfin de comptabilisation et de facturation, donc une énergie qui va être attribuée à un autre site pour venir contrebalancer sa consommation. Donc, on parle d'autoconsommation dans les deux cas, mais finalement, on parle de choses assez différentes. Voilà. Ce qui veut aussi dire que finalement, la mise en place d'une autoconsommation collective n'implique pas une modification technique de l'installation. Il n'y a pas d'opération technique à faire. C'est, entre guillemets, simplement des actes administratifs qui sont à mettre en place. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien développer une installation en autoconsommation individuelle et puis 5 ans plus tard se dire, ah, finalement, ça fait sens pour nous d'ouvrir la production à d'autres sites consommateurs. Donc, on peut y aller pas à pas. Pour rentrer directement sur l'autoconsommation collective et en reprendre une définition, alors vous avez vu une définition avec plusieurs couleurs, donc échanger une production d'électricité entre plusieurs compteurs proches en utilisant le réseau public. Donc vous voyez, c'est une définition qui émane de différents arrêtés en 2019, 2023, 2025, donc on a quand même eu quelques actualités pour venir encadrer cette autoconsommation collective et donc affiner le tir au regard des retours d'expérience des territoires qui se sont lancés et qui ont essuyé les plâtres, je dirais, sur ces logiques-là. Donc, échanger une production d'électricité, donc comme je disais, attribuer l'électricité produite à d'autres compteurs. Alors, ça peut être soit fait gratuitement ou via un contrat qui est conclu entre les producteurs et les consommateurs. La production d'électricité, donc là on a une limitation en termes de puissance de l'installation qui produit l'électricité. Il faut que la puissance globale de l'ensemble des sites qui vont produire l'énergie n'excède pas les 5 mégawatts ou mégawatts crête quand on parle de solaire. On a un régime dérogatoire qui permet d'aller jusqu'à 10 mégawatts dans le cadre d'opérations qui sont réalisées avec des acteurs publics locaux. Voilà, je ne reviendrai pas trop dessus. Entre plusieurs compteurs, donc effectivement, on a des flux d'énergie, vous l'aurez bien compris, qui transitent par le réseau et donc qui ont besoin d'être comptabilisés en temps réel, donc avec des compteurs communicants. Une logique de proximité
entre les différents sites producteurs et les sites consommateurs. L'idée, c'est de retrouver tous ces sites-là, consommateurs et producteurs, au sein d'un disque géographique de diamètre 2 km si on se trouve, en zone urbaine, et avec des dérogations qui sont possibles sur demande auprès du ministère, dérogation à 10 km de diamètre en secteur périurbain, suburbain, et 20 km en zone rurale, voire de l'étendre à tout le PCI, toujours dans le cadre de ce régime dérogatoire, si jamais dans notre autoconsommation, on a uniquement des acteurs publics locaux. Et donc, en utilisant le réseau public, la petite précision sur ce point, c'est que on ne peut avoir qu'un seul et unique gestionnaire de réseau couvrant l'ensemble de ce qu'on appelle les points de livraison. Donc voilà, les points de livraison de l'énergie produite et de récupération de l'énergie consommée. Donc voilà. Les acteurs donc qu'on retrouve dans ce qu'on va appeler une boucle d'autoconsommation collective, des producteurs, des consommateurs, donc qui sont liés entre eux par un contrat de fourniture de services. Côté consommateur, forcément, il est très rare que l'ensemble de la production locale suffise à, répondre à la consommation de ces différents consommateurs. Donc il y a forcément un complément d'énergie qui doit être apporté par un fournisseur d'électricité, de façon tout à fait classique. Donc un contrat de fourniture d'électricité qui est mis en place entre ces deux acteurs. Voilà, ne serait-ce que la nuit, parce que finalement, dans notre boucle d'autoconsommation, on n'a que les installations photovoltaïques. Et bien la nuit, on a un autre fournisseur d'électricité qui va prendre le relais pour répondre aux besoins des consommateurs. Et puis côté producteur, forcément, comme on a une production d'énergie qui transite par le réseau, on va avoir un lien avec le gestionnaire du réseau, donc un contrat d'injection entre le producteur et le gestionnaire de réseau. Et puis également, pour toute la production qui finalement ne pourrait pas trouver un exutoire dans les consommateurs de la boucle d'autoconsommation, on a besoin d'avoir en bout de chaîne un acteur pour de la revente, donc un acheteur qui va acheter l'énergie qui ne sera pas consommée dans le cadre de la boucle d'autoconsommation. Donc voilà les acteurs que l'on retrouve. Et pour être tout à fait complet, il y a un dernier acteur qui est la personne morale organisatrice. Donc ça, on en entend souvent parler quand on parle d'autoconsommation collective. La personne morale organisatrice, donc c'est une entité qui va finalement représenter les intérêts de l'ensemble des parties de l'autoconsommation, donc consommateurs comme producteurs, voilà, qui va définir ce qu'on appelle une règle de répartition. C'est-à-dire que très concrètement, quand on a une quantité d'énergie qui va être produite à un moment M, se pose la question de à quel consommateur on va affecter cette production, si on a plusieurs consommateurs. Et donc, ce choix incombe à la personne morale organisatrice. Donc, on a différents types de clés de répartition, plus simples ou plus élaborées. On a des clés de répartition qui vont être statiques. On va dire, lui, il aura 10%, lui, il en aura 20, etc. Et ça va rester la même chose à chaque heure du jour et à chaque jour de l'année. Ou alors, on a des clés de répartition plus élaborées qu'on appelle dynamiques, dynamiques en temps réel, et qui du coup vont permettre de moduler cette répartition-là entre les différents consommateurs. Et donc, c'est cette entité personne morale organisatrice qui va conclure une convention d'autoconsommation collective avec le gestionnaire du réseau. Et donc, presque pour terminer, le gestionnaire du réseau, forcément, lui, il va voir l'énergie passer sur son réseau. Donc, il va pouvoir la comptabiliser, l'affecter en fonction de la clé de répartition définie par la personne morale organisatrice. Et la finalité, c'est bien sûr d'arriver à la facturation, que chacun paye ce qu'il doit aux différents producteurs, différents fournisseurs d'électricité. Et donc ça, c'est le rôle du gestionnaire de réseau, de traiter toutes ces données et après de les distribuer aux fournisseurs pour que ceux-ci puissent faire la facturation. Donc, quand on entend parler, c'est un petit élément de vocabulaire, mais souvent on entend parler d'autoconsommation patrimoniale ou d'autoconsommation ouverte. Quand on entend parler d'opération patrimoniale, ça veut dire qu'on a une seule
une seule entité qui va être à la fois productrice et consommatrice, quand bien même elle aurait différents compteurs. Par exemple, une collectivité qui aura une piscine, une médiathèque et des ombrières sur parking. On va avoir différents compteurs, mais une seule entité. On parle d'ACC patrimonial. Et à l'inverse, on parlera d'autoconsommation ouverte quand on aura différents acteurs représentés dans l'autoconsommation et donc au sein de la personne morale organisatrice. Donc l'intérêt à mettre en place ce type d'opération, bon, je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose, je vais passer très vite, mais forcément, il y a une sécurisation, voire une réduction de la facture énergétique. On s'affranchit du marché de l'électricité, puisqu'on maîtrise le prix de sortie de l'électricité qui est produite. Donc, on améliore la rentabilité potentiellement d'un projet par rapport à de la revente d'électricité en mode injection totale. Ça permet aussi de porter des actions plus citoyennes, de sensibilisation et d'incitation à la maîtrise de la consommation d'énergie. Voilà, d'accompagner aussi l'acceptation des ENR sur le territoire et de décarboner son approvisionnement énergétique, bien entendu.